L'échec. Réalité ou illusion? Ce que je te propose, c'est de partir tout simplement de la définition même du mot échec. Je vais te lire ce qu'il y a écrit dans le dictionnaire Le Robert. Fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose, subir un échec. On nous propose le synonyme revers, côté opposé à celui qui se présente d'abord ou est considéré comme le principal. Événement inattendu qui change une situation en mal. Donc ici, on a bien la notion de quelque chose qui est attendu, donc un événement. On peut prendre par exemple une réunion que tu attendais, un entretien d'embauche, et il va y avoir un événement inattendu qui va se produire, et cet événement inattendu va faire que tu peux être déstabilisé et que tu vas vivre une situation que tu vas considérer comme un échec. Maintenant, cet événement inattendu, c'est un facteur extérieur. Mais extérieur à quoi? Extérieur à la situation, extérieur à nous? Tu peux te poser la question. J'aimerais partager avec toi quelque chose qui moi, m'a obligée à revoir ma perception de l'échec et mon rapport à l'échec. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt perfectionniste dans mon travail. J'aime bien que les choses soient cadrées, j'aime bien que les choses soient vraiment quasiment millimétrées. Et j'ai besoin de ça en fait pour me sentir moi en sécurité dans mon travail. Et le fait de viser la perfection générait forcément en moi un sentiment d'insatisfaction permanente puisque peu importe ce que je faisais, je n'étais jamais satisfaite. Je ne te dis pas que ça ne m'arrive plus, c'est faux. C'est quelque chose avec lequel moi je lutte énormément parce que je suis toujours en train de refaire les choses. Rien que cette vidéo, ça fait 1 heure que j'y suis. Parce que je recommence et je recommence et je recommence parce que je ne suis pas satisfaite. La différence maintenant entre avant et maintenant, c'est que là je ne suis pas frustrée par ça parce que je ne vois plus chaque prise ratée comme un échec, mais simplement comme un pas de plus vers la vidéo que je voudrais réussir à te proposer. Et à l'heure à laquelle je te parle, je dois t'avouer que je ne sais toujours pas si je vais arriver à sortir cette vidéo. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal, il y a énormément de choses que je veux partager là-dedans, et il y en a tellement que ça part parfois un peu dans tous les sens. Donc ce perfectionnisme, en fait, moi, a fait que j'étais en permanence dans un sentiment d'échec, dans un sentiment d'échec quotidien finalement, puisque je n'arrivais jamais à faire ce que je voulais faire comme je voulais qu'il soit fait. Il y avait ce point-là, mais il y avait aussi autre chose. Je me sentais en échec permanent aussi parce que j'attendais, je vais garder le plan du travail parce qu'il y avait aussi des choses sur la sphère privée, mais gardons la sphère professionnelle. Je me sentais en échec permanent parce que j'attendais beaucoup de reconnaissance dans mon travail. J'attendais beaucoup de reconnaissance. Le problème, c'est que attendre de la reconnaissance de la part d'une hiérarchie qui est elle-même perfectionniste, c'est un vrai problème. Parce que peu importe le niveau d'exigence qu'on va s'appliquer à soi-même, dès qu'on va devoir rendre quelque chose, ça ne sera jamais assez. Et ce sentiment de rendre quelque chose qui n'est jamais assez, forcément renvoie à
c'est pas réussi, c'est un échec, donc on n'a pas la reconnaissance qu'on veut en plus, et c'est très compliqué de pouvoir se sentir bien dans son travail quand ça se passe comme ça. D'un côté, je ne pouvais rien y faire, parce que je ne peux pas agir sur le perfectionnisme de ma hiérarchie, puisque c'est au niveau de l'autre personne, c'est sa responsabilité d'agir là-dessus, ce n'est pas la mienne. En revanche, là où il y avait bien ma responsabilité, c'était sur l'importance que j'accordais à son opinion et sur l'importance que j'accordais à son regard sur le travail que je fournissais et indirectement son regard sur moi-même, puisque, eh bien, rendre ce travail-là, pour moi, c'était synonyme finalement d'être validé personnellement. Alors, si c'est ton cas, juste une chose, ton travail ne te définit pas. Voilà. Hein, on va se le dire une bonne fois pour toutes. De la même manière que si tu vis un échec, ça ne veut pas dire que tu es un échec, d'accord ? Ta vie n'est pas en échec parce que tu as vécu un échec, d'accord ? Un échec, c'est quelque chose qu'on vit sur une ligne temporelle, ça arrive à un instant T, et ce n'est rien de plus qu'un marqueur dans le temps, et après, il va devenir ce qu'on veut en faire. Soit on décide que c'est une finalité et on va prendre une des 3 attitudes que je vais te donner juste après, et on va s'écrouler. Soit on décide de l'utiliser comme levier pour faire mieux la fois d'après, et à ce moment-là, eh bien, générer quelque chose de plus positif. Je te parlais de 3 attitudes face à l'échec. Celle dont je te parlais, c'est l'attitude de victime. Pourquoi une attitude de victime ? Eh bien, tout simplement parce que celle-là, elle va t'handicaper à vie si tu restes bloqué dessus, parce que tu vas forcément subir les choses. Si tu as un statut de victime, par définition, tu estimes que ce qui t'est arrivé est uniquement de la faute des autres. Le problème avec ça, c'est que si c'est la faute des autres, et écoute-moi bien, si c'est la faute des autres, tu ne peux rien y faire. Si tu ne peux rien y faire, ça veut dire que si la situation se représente, tu ne pourras pas la changer non plus. Et tu vas la subir de nouveau. Et tu risques de rentrer dans un cercle comme ça, et c'est le serpent qui se mord la queue, et tu n'en sors plus. Maintenant, tu as une deuxième attitude, qui est ce que moi j'appelle l'attitude de premier rôle, et qui est celle de se dire « Ok, j'ai peut-être subi un échec, par contre, je refuse de donner l'entière responsabilité de ce qu'il se passe à des facteurs extérieurs à moi ou à d'autres personnes. » Pourquoi ? Parce que si je n'attribue pas la responsabilité à des facteurs extérieurs et que j'en prends une partie, ça veut dire que j'ai le pouvoir, moi-même, de changer les choses. Et si j'ai le pouvoir de changer les choses, ça veut dire que je ne suis pas condamnée à revivre la situation telle que je l'ai vécue. Est-ce que tu vois la différence entre ces 2 attitudes ? Maintenant, il y a une 3e attitude qui est celle de la confiance. Alors, elle va avec la 2e aussi. Alors, on peut dire la confiance, ça va être la confiance qu'on a envers nous-mêmes pour faire face à cet aléa, à cette version inattendue d'un événement qu'on espérait et qui ne s'est pas déroulé du coup comme on le voulait, mais aussi confiance en la vie. Confiance en la vie simplement en se disant « Ok, ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu, mais il y a peut-être une bonne raison et peut-être que c'est parce que mieux m'attend après. » Et sur ce point-là, laisse-moi te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a donné envie de mettre ce point dans cette vidéo. On est en 2001 et je passe mon bac. Et je rate mon bac. Je suis écroulée, je viens d'échouer à l'examen qu'on m'a vendu toute ma vie comme étant le Saint Graal, le plus important. Voilà, tu ne peux pas passer outre. Si tu n'as pas ton bac, tu as raté ta vie, presque. On en était quasiment à ce niveau-là, au niveau de mes croyances. Et du coup, quand je l'ai raté, je me sentais tellement nulle. Ce que je savais pas encore à cette époque-là, c'est que rater cet examen était probablement l'une des meilleures choses qui allait m'arriver dans la vie. Pourquoi ?
Déjà, parce que je ne l'ai pas raté parce que je n'ai pas assez travaillé, je l'ai raté parce que j'ai stressé. Et aussi à cause de quelques croyances limitantes qui ont amplifié ce stress. Donc l'année suivante, eh bien, je n'ai pas eu à travailler comme une forcenée puisque je connaissais déjà mes cours, je connaissais déjà le programme, et le fait d'avoir déjà vécu cet examen a fait que je me suis représentée en sachant déjà ce qui allait se passer, et j'étais donc plus détendue. Ça s'est donc mieux passé. Si je l'avais eu la première année, j'étais inscrite par dépit en histoire de l'art à la fac de Nanterre. C'était pas du tout un souhait de ma part réellement, c'est juste que je ne savais pas encore trop où aller, et que moi ce que je visais c'était une école de journalisme, mais c'était beaucoup trop cher pour moi à l'époque. Et je m'étais rabattue du coup sur l'histoire de l'art parce que il fallait bien faire des choix et que une fois qu'on avait son bac, il fallait aller à la fac. Donc, je m'inscris en histoire de l'art, je rate mon bac, résultat, je ne vais pas en histoire de l'art. Je fais ma deuxième rentrée de terminale, non seulement je passe la meilleure année de ma vie parce que je suis tranquille, je connais déjà les cours. Mon petit ami qui allait devenir mon mari a raté le bac la même année que moi, et pour les mêmes raisons que moi, ce qui fait que on était relativement relax et on a pu passer pas mal de temps ensemble. Et cette année-là, je découvre l'existence d'un cursus de médiation culturelle à la Sorbonne. Il faut savoir que moi, depuis toute petite, j'avais toujours eu envie d'entrer à la Sorbonne. Je sais pas trop pourquoi, le prestige du nom peut-être, j'en sais rien. Mais c'était la Sorbonne, et j'avais pas envisagé ça auparavant. Mais le fait qu'on me dise, il y a cette section qui ouvre, je regarde le programme, et là, des étoiles plein les yeux. Il y avait absolument tout ce que j'aimais dans ce cursus. Je vais donner un exemple très simple. J'ai toujours été fan de mythologie grecque, et il y avait un cours entier dédié à l'étude des mythologies, y compris les mythologies grecques. Donc en gros, j'allais aller en cours, j'allais étudier avec des matières qui me plaisaient cette fois, avec une bonne motivation, et j'allais vraiment passer des années de fac géniales, non pas sur de la vie étudiante, parce que je n'ai fait aucune, mais quand je dis aucune, c'est zéro, hein. J'ai fait aucune sortie étudiante, c'était pas du tout mon truc. Par contre, j'étais super contente d'aller en cours, parce que ça me plaisait véritablement. Si je n'avais pas raté, si je n'avais pas échoué au bac la première année, je n'aurais pas vécu ça. Je pense que tu comprends du coup pourquoi je te parle de confiance en la vie dans ce cas-là. Donc maintenant, tu vas peut-être me dire, écoute, Sandra, t'es gentille, tu m'as donné 3 attitudes, très bien, maintenant, comment on fait pour changer ça, puisque moi je suis coincée dans un statut de victime, je sais pas comment m'en sortir, etc. Et je vois bien qu'il faut que je sorte. Déjà, félicitations, parce que si tu as vu ça, c'est que tu as pris conscience d'une situation et que tu peux la changer. Donc ça, c'est une excellente chose. Ce que je vais te proposer, ça va être de penser à tes échecs comme à des scènes coupées d'un film ou d'une série. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je regardais un bêtisier de la série Friends l'autre jour et je me suis fait la remarque en me disant mais ils viennent de rater lamentablement leur scène et ils sont tous en train de rire. Normalement, quand on rate, on n'est pas en train de rire. Ou en tout cas, pas comme ça. Bon, tu vas me dire, rater une scène, c'est pas un truc trop grave. Bon, je suis d'accord avec toi, mais on peut quand même envisager la comparaison. Tu prends un échec, tu imagines que c'est une scène coupée. Pourquoi est-ce que ça nous fait autant rire ? Déjà parce que c'est humanisant. Un échec, c'est humain, d'accord ? On n'est pas parfait, on est des êtres imparfaits, et c'est comme ça, et c'est très bien. Parce que ça nous permet de progresser et on en a besoin, sinon on s'ennuierait très vite. Et pourquoi ? Parce que simplement, une scène coupée, ça ne définit ni un épisode, ni une série, ni un film, ni les acteurs qui sont dedans. D'accord ? Et de la même manière, un échec, ça ne définit pas ni ta vie, ni qui tu es. C'est juste une prise à un instant T que tu vas pouvoir refaire. Et si cette prise-là, elle a été ratée, entre guillemets, eh bien, tu vas pouvoir regarder ce qui a été raté à l'intérieur
pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc, premièrement, essaie de garder en tête cette idée que un échec n'est pas une finalité, ce n'est pas le film final, ce n'est simplement qu'une scène coupée. Ça reste toi la réalisatrice et c'est toi qui décides ce que tu gardes ou pas au montage. Ok ? Tu analyses ce qui s'est pas passé. T'avais un événement, tu l'attendais, tu l'avais préparé, ça s'est pas passé comme prévu. Ok. C'est quoi le contexte ? C'était quoi l'environnement ? Qu'est-ce qui s'est pas passé comme tu l'avais prévu ? Dans le détail. Regarde vraiment dans le détail. Quelles ont été les pensées que tu as eues ? Les émotions que tu as ressenties ? Les comportements que ça a pu générer ? Comment est-ce que ces comportements sont venus influencer la situation ? Est-ce que peut-être ça a eu une influence sur les interactions que tu as eues avec d'autres personnes ? Est-ce que c'est ça qui a pu jouer dans justement le résultat que tu considères comme un échec ? Ensuite, tu vas réécrire le scénario. Donc tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce que tu veux, bien tu vas réécrire. Ok, très bien. Dans cette version ratée, il s'est passé ça, 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 ça. Dans la version idéale, il se passe quoi ? Et ensuite, tu vas préparer, parce que tu auras écrit le nouveau scénario, alors tu vas le préparer, tu vas faire une répétition mentale. Dans cette répétition mentale, tu vas faire une visualisation en utilisant tes 5 sens, pour la rendre beaucoup plus puissante. Si tu étais dans une réunion que tu as ratée, par exemple, pour utiliser le visuel, si tu sais la salle dans laquelle tu vas te trouver dans la prochaine réunion, essaye de visualiser chaque détail. Comment sont les tables ? De quelle couleur ? Dans quel matériau ? Quelles sont les formes des chaises ? Est-ce que les fenêtres sont grandes, sont petites ? Est-ce qu'il y a beaucoup de luminosité ou pas ? Quelle est ta place dans la salle ? Si tu es avec des personnes qui sont en train de taper sur l'ordinateur, de prendre des notes sur l'ordinateur, n'hésite pas à enregistrer des bruits de clavier et à te les diffuser pendant ta visualisation. D'accord ? Tu vas visualiser la scène telle que toi tu voudrais qu'elle se passe, et dans cette visualisation-là, tu vas utiliser ton ouïe pour t'immerger pleinement dans la scène avec ces bruits de clavier. Tu adaptes bien évidemment à ta situation, je te donne juste l'exemple pour la réunion. Tu vas pouvoir utiliser aussi ton nez. Pendant ta visualisation, porte un parfum qui est celui que tu porteras le jour de la réunion en question. Tu vas aussi pouvoir utiliser les vêtements, d'accord ? Tu peux avoir un tissu particulier sur ta chemise ou ton pantalon, si tu es assise par exemple et qu'il est facile pour toi de toucher ton vêtement. Tu peux utiliser cet aspect du toucher pour venir justement renforcer cette visualisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que tu imagines et la réalité n'ont pas vraiment de différence dans ton cerveau, qui lui va les considérer comme des expériences vécues. Donc quand tu vas te présenter sur cette nouvelle réunion, ton cerveau va se dire « Ok, on a déjà vécu cette scène, ça s'est bien passé, on peut le refaire. » Et automatiquement, les choses vont s'ajuster de manière à ce que la situation que tu vas vivre colle au plus près de la situation que tu as visualisée. Donc tu vois, l'échec, loin d'être un ennemi finalement, tu peux le considérer comme un allié, mais à condition d'avoir une perception juste de ce qu'est un échec. C'est pas une fin en soi, c'est simplement une étape qui te mène vers quelque chose d'autre et vers une réussite. C'est la fin de cette vidéo. Je t'invite, si tu souhaites aller plus loin, je t'ai parlé tout à l'heure de réécrire le scénario, je t'invite à télécharger mon guide Réécrire son scénario en 8 scènes. C'est totalement gratuit, je te mets le lien dans la description. Tu verras dans ce petit guide, je te pose des questions et je t'invite à réfléchir sur une scène dans laquelle, par exemple, tu peux prendre une scène dans laquelle tu t'es retrouvé en échec et je vais t'inviter à réfléchir justement à tes pensées, les comportements, qu'est-ce qui s'est passé.
Et puis je vais te faire 2-3 petits exercices de manière à basculer vers l'écriture du scénario tel que tu l'aurais voulu. Voilà. Si tu le souhaites, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses, à me partager tes expériences aussi, ça peut être très enrichissant. Partage tes expériences de vie, les fois où tu as pu considérer que c'était un échec, si ça a évolué depuis. Voilà, n'hésite pas vraiment, dis-moi un maximum de choses, je serais ravie de pouvoir te lire. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Normalement, on parlera du regard d'autrui. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est de la merde, faut jamais faire ça en début de vidéo. Voilà, hein, je le sais, mais je le fais quand même. Voilà, allez, coupez, on recommence. Ah, qu'est-ce que je raconte ?